Bon, bilan 2017, les tops, pas de temps à perdre. Twin Peaks c'est génial, le reste c'est de la merde. Merci, au revoir. On va peut-être développer, hein. Bon, vous connaissez la routine, c'est un classement purement subjectif, bien sûr, ça ne reflète que mon année 2017, et forcément, vu la teinte de la chaîne, je vais l'axer principalement cinéma de genre, pas que, mais comme avec une bonne teinte. Ces avis n'engagent que moi, mon avis pour certains films a pu changer par rapport aux films dont j'ai déjà parlé dans l'année, parce que les avis, ils font ça des fois, ils changent, il y a un film qui a pu nous claquer à un moment, et en fait, avec le temps qui passe, on se dit moi en fait, pas tant que ça. Bien entendu, je suis très très loin d'avoir tout vu, déjà tout voir, c'est impossible. Mais moi, en plus, j'ai des films que je voulais voir qu'il me faut encore rattraper. J'ai pas vu par exemple Beautiful Day, j'ai pas vu Battle of the Sexes, j'ai pas vu Jeannette de Bruno Dumont, alors que j'avais adoré Maloute notamment. C'est un classement à cet instant T de début 2018. Et d'ailleurs, bonne année. Une bonne année. Ça c'est pour moi au montage avec le son qui fait ah. On attaque donc les tops, je prends mon anti-sèche pour lister les films dont j'ai déjà parlé dans l'année. Il y avait La La Land, Billy Lynn, Gimme Danger, David Lynch, The Art Life, Logan, Split, Grave, Psychonautas, Colossal, Blade Runner 2049, The Last Girl, Thor Ragnarok et Au revoir là-haut. Vous entendez ce bruit magnifique que fait mon ordi? Je crois qu'il y a l'équivalent d'un cassoulet entier dans les circuits, quoi. On attaque donc le top de ce dont je n'ai pas parlé durant l'année. Et tout d'abord, Twin Peaks saison 3 de David Lynch. Et oui, c'est une série, je sais, mais déjà, on s'en fout. C'est ma grosse clacasse de l'année. David Lynch a présenté ça comme un film en 18 parties. Donc, bah écoute, je vais prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Et ensuite, dans ce genre de cas de figure, je me demande si tout simplement il est encore pertinent de se demander quelle est la différence entre les films et les séries. Tellement les deux médiums ont fusionné. Dans ce cas de figure, vraiment, pour moi, bah, c'est juste un film de 18 heures et quelques, tout simplement. Ça a été mon énorme choc de l'année qui m'a fait vraiment du bien, que j'attendais en tant que suite, bien sûr, des deux premières saisons, parce que j'avais beaucoup aimé les deux premières saisons, que j'aime ce que fait David Lynch, et Mark Frost, parce qu'on oublie un petit peu trop souvent Mark Frost, là on parle de David Lynch par rapport à cette saison, mais c'est quand même l'œuvre des deux bonhommes, et je l'attendais aussi en tant qu'œuvre, au sens large, parce que ça a répondu à un de mes ras-le-bol en 2017. Comment dire, j'ai eu un ras-le-bol d'une certaine forme d'écriture, notamment au niveau des séries, mais ça c'est aussi, le cinéma a pris c'est vraiment inspiré de ça. C'est une écriture qui a été héritée de l'âge d'or, on va dire, des séries des années 2000, avec un vrai savoir-faire en storytelling, en narration. Cette capacité à poser des architectures de récits qui sont en béton, où tout se répond, tout est là pour une bonne raison, il y a du setup, il y a du payoff, il y a une manière de titiller l'émotion et l'addiction vers la série du spectateur qui est vraiment de haute volée. C'est ce qui a fait que, je l'avais dit plusieurs fois, aujourd'hui on n'a plus affaire presque à des bonnes et des mauvaises séries, on a affaire à des bonnes séries et des excellentes séries. Et le choix doit se faire entre les deux. Il y a toujours ce rapport d'addiction qui s'est créé, vraiment ce savoir-faire qui est devenu très présent dans beaucoup d'œuvres aujourd'hui. Et sauf que ce savoir-faire, c'est bien, quand c'est bien fait, mais au bout d'un moment, personnellement, j'ai envie d'autre chose. Parce que c'est un type d'écriture qui devient facilement très prévisible. Et j'ai pas envie de voir éternellement juste quelqu'un appliquer le manuel du bon scénariste. J'ai envie de voir quelqu'un qui m'offre son univers. Et c'est ce qu'a fait cette putain de saison 3 de Twin Peaks. C'est une œuvre qui ne ressemble à rien d'autre, qui n'obéit à aucun canon, aucun impératif d'efficacité particulière. Il y a plein de choses qui pourraient être considérées comme de la mauvaise écriture, parce qu'il y a plein de situations et de personnages qui sont posés, mais qui vont déboucher sur rien en particulier. Ce qui n'est pas du tout gênant dans ce contexte-là, parce qu'on est projeté dans un univers, dans tout ce qu'il a d'absurde, de particulier. Je l'ai vraiment vécu comme une expérience et ça m'a fait du bien, ça m'a fait respirer vraiment en tant que spectateur, créativement, c'est ouf. Il y a certaines fulgurances de la série, l'épisode 8, tout le monde parle de l'épisode 8, mais c'est à raison. Quand j'ai terminé cet épisode, j'ai ressenti des trucs que j'avais pas senti devant un écran depuis des lustres. C'est pas un épisode de série, c'est pas un film, c'est de l'art contemporain, tout simplement. Et pas dans la dimension poète chiant. C'est vraiment une folie que David Lynch et Mark Frost donc aient pu vraiment dans le contexte en plus d'une chaîne télévisée, arriver à poser ça en 2018, alors qu'on a affaire à un paysage audiovisuel qui est de plus en plus calibré, c'est ouf, c'est vraiment un miracle. Est-ce qu'on sent que j'aime bien cette saison? Sur la jauge d'érection, je suis à 12 sur une échelle de 10. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, cette espèce de truc ce savoir-faire vraiment dans l'écriture des scénarios et tout ça. Je pense que c'est ce ras-le-bol qui a fait qu'en 2017, j'ai axé relativement peu d'après-séance sur les scénarios. J'ai axé vraiment ça sur d'autres aspects, des œuvres et tout ça, mais le scénario, finalement, j'en ai eu un peu marre qu'on en revienne toujours à un film est bon si son scénario est cohérent. Ça va bien au-delà de ça. Au bout d'un moment,
Bien entendu qu'il ne faut pas tomber dans des incohérences à cause de paresse d'écriture et à cause vraiment d'une mauvaise écriture, mais au bout d'un moment, le monde n'est pas cohérent. Une œuvre est censée refléter ça. Donc si une œuvre veut partager cette incohérence, on va dire, du monde et ce regard particulier sur le monde et livrer une architecture de scénario qui sort complètement des sentiers battus et qui n'est pas satisfaisante au premier abord, mais qui va juste faire ressentir quelque chose et proposer un regard, putain, mais oui! Bref, merde, je voulais être concis dans cette vidéo. Je vais essayer d'être plus concis sur les films qui suivent. J'ai énormément de choses à dire sur cette saison. À un moment, j'ai considéré l'idée de faire une vidéo à part entière dessus, mais si je la fais seule et en roue libre, je sens que je vais passer 20 ans dessus. Vraiment, c'est tellement riche en termes de ce que ça raconte. Frost et Lynch ont étendu la mythologie de la série tellement plus loin, au-delà même de Twin Peaks, la ville. C'est une série sur laquelle plane l'ombre de la mort, mais qui est parcourue aussi par une force de vie. Sa vie, quoi. Ils savent quand juste déjouer complètement les attentes du spectateur et jouer vraiment avec notre frustration, notamment avec le personnage de Dale Cooper. J'en dis pas plus pour celles et ceux qui n'ont pas vu, mais waouh, tout en sachant exactement quand faire plaisir et quand juste montrer cette empathie totale envers les personnages historiques de la série. Il y a un côté très mélancolique vis-à-vis du temps qui passe, mais en même temps une volonté d'aller de l'avant constamment, et c'est ça la démarche créative, notamment de Lynch. Je m'emballe. Je peux pas, dans le contexte de cette vidéo, en dire beaucoup plus, donc juste Twin Peaks saison 3. Je suis pas du tout concis. On est déjà à combien? À 52 minutes de vidéo? Putain de merde! Deuxième dans le top, Star Wars The Last Jedi. Oh putain! Alors, vous avez été bien sûr très très nombreux à me demander mon avis sur la question. Je me suis exprimé là-dessus sur Twitter en disant que je voulais pas en faire une vidéo. Tout simplement parce qu'à moins de faire une vidéo dans l'heure qui suit la première diffusion du film, quand il n'y a pas encore beaucoup d'avis qui ont été écrits dessus, ok, mais sinon, à ce stade-là, je vois pas l'intérêt de rajouter un énième avis à chaud, juste pour répéter des trucs qui ont été dits par je sais pas combien de personnes à côté. Les avis pertinents à partir de maintenant seront ceux qui seront faits vraiment avec beaucoup plus de recul et qui rentrent beaucoup plus dans le fond et qui auront laissé le truc décanté. Je voulais pas faire un énième après-séance pour revenir sur l'éternelle question de la pop culture qui s'emballe et qui devient juste une guerre clanique. J'en avais déjà parlé plusieurs fois, je vois pas l'intérêt de répéter ça encore une fois. Donc là, je vais vous donner mon avis très rapide sur la question. Ce film a répondu à un deuxième ras-le-bol que j'ai eu en 2017, c'était par rapport aux énormes productions qui deviennent ce que j'ai appelé les films Frankenstein, qui sont plus l'œuvre de quelqu'un, mais qui sont juste des cahiers des charges pour répondre aux besoins prétendus d'un public cible. C'est ces films qui vont au département marketing, qui vont là, ça revient parfois entre les mains du scénariste et du réalisateur, ça repart au département marketing. C'est ces œuvres complètement bancales, j'en ai marre de voir ça en fait au cinéma. Et dans ce contexte-là, c'est un film qui a des défauts, Star Wars 8 bien sûr, mais ça fait du bien de voir un film comme ça, qui est l'œuvre de quelqu'un, et qui propose des choix, qui sont tranchés, qui vont pas plaire à tout le monde, mais qui proposent des choix. Et ça fait respirer. Alors bien sûr, ouais, je revenais sur les défauts, mais le 8 partage quelques défauts avec le 7, notamment dans les renvois nécessaires à la mythologie de la série, constamment. Là, notamment, on a la scène des AT-AT sur Hoth, on a la scène de la caverne du côté obscur sur Dagobah qu'on retrouve sur l'île de Luke, on a la simili-scène de la cantina avec la planète Casino et ainsi de suite. Donc il y a encore toutes ces dimensions de renvoi qui sont inévitables pour un film produit à cette ampleur. Sincèrement, c'est presque un miracle que ça soit pas encore plus le cas, mais si ça avait été au point du 7 quand même, ça aurait été putain de méga abusé. Mais à côté de ça, le film fait des choix qui sont vraiment super intéressants. Certains ont décrit ça comme une déconstruction de mythologie. Bah, au bout d'un moment, ouais, il faut un petit peu déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Et je suis pas d'accord que le film trahit la mythologie de Star Wars, parce qu'il suffit de voir le dernier plan du film pour savoir que Rian Johnson a tout compris à ce qu'est Star Wars à la base. Il est magnifique, ce plan, et il contient tout. Ce gamin qu'on voit sur le dernier plan, c'est le spectateur, c'est ce gamin, c'est tout ce que devrait être la force par rapport aux Jedi, et ça renvoie à toute la problématique qu'a Luke sur le fait que les Jedi devraient disparaître. Ça renvoie bien sûr à la fameuse question des parents de Rey. C'est super qu'ils aient décidé finalement qu'on s'en fout. C'est pas la question, parce que c'est pas une question de dynastie, c'est pas une question de rester dans un vase clos de certains personnages et certaines dynasties de personnages. Non, c'est vraiment une ouverture, et c'est ça la philosophie, si je m'abuse, de la force à la base. Voilà, ça fait plaisir aussi que le film réponde à certaines des objections qu'on pouvait avoir par rapport au 7. J'ai bien aimé le fait qu'il s'ouvre par Poe Dameron, qui montre enfin, oui, que c'est un pilote exceptionnel, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire ça dans le 7. On voit que c'est un bon pilote et qu'il sait piloter un X-Wing, mais je n'ai pas vu un pilote spécialement exceptionnel dans le 7. Là, ils ouvrent le 8, bim, voilà, ça c'est un pilote exceptionnel. Snoke, qui fait son premier monologue sur Kylo Ren en disant « Mais t'es un pauvre gamin !» Putain, mais t'es vraiment juste...
En fait, il reprend tout ce qu'on a pu dire dans le set par rapport à toutes les objections que les gens avaient pu avoir par rapport à Kylo Ren, et dire que oui, c'est pas juste une erreur, une démarche. Après, vous aimez pas, c'est autre chose. Et personnellement, j'aime beaucoup Adam Driver, et il a réussi à créer ce personnage qui pourrait être caricatural, d'ado dégingandé, là, qui est encore trop gros pour lui. C'est bizarre d'ailleurs cette scène torse-poil qu'il a, Adam Driver, parce qu'il a l'air très lourd, très avachi, alors que le mec est plutôt athlétique à la base, quoi. Quand tu le vois dans d'autres films, il est... ouais, c'est un sportif, quoi. J'ai été ému plusieurs fois dans le film, alors que paradoxalement, sur le long terme, j'ai pas trouvé le frisson que j'aurais aimé avoir, parce que j'aborde quand même un Star Wars encore aujourd'hui, en espérant y retrouver ce frisson d'innocence et d'enfance qu'on peut tous avoir quand on a découvert les Star Wars, forcément. Et c'est pour ça aussi que j'avais pas envie d'en parler. Quand j'ai cette approche par rapport à un film, j'ai envie de le garder un petit peu dans ma bulle. Je trouve que le film a quand même certaines longueurs. La scène sur la planète Casino, enfin tout l'arc narratif sur la planète Casino n'est pas inutile, contrairement à ce qu'ont dit certaines personnes, mais c'est vrai qu'il n'est pas exécuté de manière ouf et il est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Il y a des longueurs, ça se traîne parfois, il y a des trouvailles vraiment cool, comme la caverne du côté obscur, il y a un jeu sur le son, sur la diffraction du son, enfin sur les... un truc vraiment cool, quoi, quand elle claque des doigts, là, un truc très hypnotique, le film se permet petit côté expérimental à certains moments, comme ça. Bon, ça va pas très loin en termes d'expérimentation, mais ça fait plaisir quand même qu'il y ait ces moments un petit peu en suspens qui existent dans ce genre de film, où généralement la grosse mécanique avec ses gros sabots. Et même si j'ai pas ressenti le frisson enfantin que j'attendais, le film m'a quand même ému aux larmes 2 fois. Carrie Fisher. Bien sûr, c'est lié à la mort de l'actrice, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup personnellement, mais la scène quand elle est projetée hors du vaisseau et qu'elle se tracte avec la force jusqu'au vaisseau, beaucoup de gens l'ont trouvé ridicule, hein, je l'ai trouvé super belle, vraiment. Et là, j'ai été ému aux larmes sans m'en rendre compte, quoi, parce que j'avais pas regardé les bandes annonces, j'avais réussi vraiment à me sortir de ça. Et je me suis dit, putain, ils vont tuer Leia comme ça? Vraiment, j'ai réussi à garder une innocence par rapport à ce qui se passait dans le film. Apparemment, j'ai lu une interview de Ryan Johnson où il disait qu'il avait voulu recréer un truc comme les gens qui sont en train de se noyer et qui ont certains trucs d'instinct qui cliquent comme ça, et retrouver un petit peu ce genre de démarche avec... Donc je trouve pas ça si con que ça. Puis bon, c'est la force, merde. Si elle permet pas des miracles, à quoi elle sert? Bien sûr, la scène à la fin où Leia parle avec Luke, ou avec la projection par la force de Luke. D'ailleurs, si c'est une projection par la force, je comprends pas trop pourquoi Leia et Kylo Ren n'arrivent pas à ressentir que c'est une image générée par la force, alors qu'ils sont un petit peu sensibles à la force. Et donc ça m'a vraiment ému de voir Mark Hamill et Carrie Fisher. Il y a tout un poids du passif, de l'histoire, des acteurs, de la saga derrière, qui donne vraiment une pesanteur qui est belle. Et voilà, j'ai versé ma petite larme à ce moment-là, je la gorge serrée. Bref, je vais m'arrêter là et essayer d'être concis sur les prochains. Mais voilà, je le mets dans les tops, même s'il m'a pas transcendé de ouf, qu'il a quelques défauts, parce que ce qu'il fait, je pense, aujourd'hui dans le monde des films grand public et de la saga Star Wars, est nécessaire et bien. A Ghost Story de David Lowery, qui est sur un couple qui vit dans une petite maison, le mec meurt et devient fantôme. Et ça va suivre son errance où il décide de rester dans le coin pour observer son ex, du coup. Vous avez sûrement ce visuel, quoi. C'est un fantôme et c'est vraiment un drap sur la tête avec 2 yeux noirs, vraiment la représentation enfantine de base du fantôme. Et c'est un film qui tend le bâton pour se faire battre, pour se faire traiter de film de hipster. Il a tout. Il a vraiment le format 4/3, le côté vignette Instagram, le côté vraiment scène qui s'étire beaucoup trop. La scène, par exemple, de la tarte, pour ceux qui l'ont vu. La première demi-heure, vraiment, je me suis dit, je sais pas si je vais aimer ou détester ce film. Et la scène de la tarte, j'étais vraiment en mode... On voit Rooney Mara, en fait, qui mange une tarte en plan séquence pendant 2 plans séquences, pendant 5 minutes. Et c'est typiquement le genre de plan que David Lowery a dû créer en disant « c'est le plan qui va faire parler de lui ». J'allais le taxer de « non mais c'est juste de la pause, je passe à autre chose ». Heureusement, le film embraye derrière et arrive à trouver son propre rythme sans être dans la pause et sans être dans l'esthétisé un petit peu vide. Il y a une vraie émotion qui se crée, c'est un film qui est aussi ouvert à la fin, mais sans être en mode « démerdez-vous, faites votre théorie ». Et non, il y a un vrai truc, une vraie proposition, notamment dans le temps, dans l'agencement des événements, où on ne sait plus trop quel personnage on suivait, j'en dis pas plus pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, mais il y a un truc vraiment intéressant, il y a certains plans qui sont magnifiques, la musique du film est vraiment magnifique. C'est pas un film pour tout le monde, je pense, mais personnellement, il m'a émotionnellement vraiment touché. Celui-là, je vais essayer d'être très concis, je vais m'arrêter là, je le mets dans mon top. Et je reprends mon anti-sèche parce que j'arrive jamais à me souvenir du nom du réalisateur, c'est celui de White God. Le film, c'est La Lune de Jupiter et c'est de Cornel Munrukso.
Je sais pas comment on prononce, c'est un hongrois. Je ne sais- Mes connaissances en hongrois sont assez limitées. C'est un film fantastique qui se passe en Hongrie avec sur fond de crise migratoire. Ça suit un médecin d'un certain âge qui est plus ou moins cynique, un petit peu, qui est dans ses combines. Ça parle de la corruption du pays, ça parle en fait de la Hongrie, ça parle du contexte européen forcément avec la crise des migrants. Et il y a un de ces migrants justement qui va se découvrir la capacité de voler. Mais pas voler en mode Superman, tu fuses quoi, c'est léviter plutôt. Il se découvre cette capacité de s'élever dans les airs et plus ou moins à flotter. Et le docteur va découvrir ça, le prendre sous son aile, vouloir l'exploiter plus ou moins de manière un petit peu pécuniaire. Voilà, il va y avoir une trajectoire de ces deux personnages dans cette Hongrie qui est mal en point. Et c'est un film déjà qui a tout ce côté vraiment allégorique du cinéma fantastique, bien sûr. Ça parle aussi de la situation de la Hongrie, donc la situation de l'Europe, parce que la lune de Jupiter, dont c'est indiqué au début du film, c'est Europe. Donc ça parle de la situation politique, sociale, machin, à travers une forme qui est magnifique. Vraiment, c'est un film plastiquement fou. Il fait partie de ces films, en fait, qui arrivent à poser des images, ce que j'appellerais des images archétypales, quoi. C'est des images qu'on a l'impression d'avoir jamais vues, ou encore pas depuis très longtemps au cinéma, mais qui sont évidentes, qui ont cette force de l'évidence, en fait. C'est un film qui, contrairement à beaucoup d'autres films fantastiques, notamment, et pas dans une sorte de culture hypertexte où il puise dans plein de films, et ça, c'est une référence à ça, et ça, et ça, et ça, et il n'existe que par et pour son rapport à d'autres œuvres. Là, j'ai l'impression que c'est un film qui fait la démarche d'aller puiser bien plus loin, dans des images mythologiques, dans des images vraiment beaucoup plus solidement ancrées, et qui sont, voilà, qui ont ce rapport un petit peu ambigu, où à la fois, elles sont évidentes, mais ça fait du bien de les voir comme si on les redécouvrait. C'est un film qui fonctionne vraiment à plein de niveaux différents, qui a aussi une démarche de cinéma qui est pas notamment dans le numérique. Il y a bien sûr du numérique dans le film, il y a quelques fonds incrustés, notamment un à la fin qui est un petit peu abusé, voyant vraiment, et c'est surprenant parce que le reste du film est irréprochable visuellement, mais il y a une vraie démarche de faire les trucs en dur. Il y a notamment une scène complètement ouf en plan séquence où en fait, dans la baraque d'un mec, le mec va s'envoler et créer une distorsion en fait de la gravité, où en fait, ils ont tourné ça dans un appart qu'ils ont fait tourner. Et tu vois juste en plan séquence le mec qui est au milieu en train de voler, qui est comme dans une transe, et tu vois tout le mobilier qui se renverse, ça part dans tous les sens. Je suis d'ailleurs surpris que le mec se soit pas pris une assiette ou un meuble sur la gueule sur le tournage, c'est assez ouf. Et c'est incroyable, il y a cette démarche vraiment de cinéma en dur, des tricks, vraiment revenir aux sources de ce qu'est le cinéma, vraiment dans l'illusion. Ce dont je parlais un petit peu dans la chronique sur Dracula avec ses effets naïfs, mais qui sont tellement plus impressionnants que des effets prétendument non naïfs. Donc voilà, la lune de Jupiter, si vous ne l'avez pas vu, foncez, foncez tellement. Get Out de Jordan Peele, dans un contexte où j'ai l'impression que 95% des films aujourd'hui, on les voit, on fait « Oui, mais il y a ça qui va pas ». Là, ça fait du bien. Un putain de bon film, bien exécuté. Je l'ai terminé le film, j'avais la banane. J'étais juste « Putain, ça fait du bien ». C'est fou, juste avoir un rapport très simple aujourd'hui de « Ah putain ». Je me suis purgé de plein de mauvais films que j'ai vus avant, là, ça fait du bien. C'est un premier film et il n'a pas les défauts que peut avoir un premier film. Soit un mec qui n'a pas vraiment de vision de réalisateur, qui va faire un caprice et vouloir faire son premier film, notamment un acteur qui est assez établi comme Jordan Peele et qui va pas avoir spécialement de vision, pas de démarche de réalisation. Soit un mec justement qui va en rajouter des caisses et faire un truc suresthétisé, toujours dans l'effet pour montrer qu'il en a dans le slibard. Eh ben, Jordan Peele est ni dans l'un ni dans l'autre. Il a déjà une vision bien particulière, il a un langage du cinéma, tous ses effets de mise en scène appuient un propos, notamment son usage des gros plans. Ce fameux gros plan qu'on a vu et revu dans la promo du film sur la nana qui est vraiment filmée très près en courte focale avec le grand sourire crispé et la larme qui coule. Cette trouvaille du film est incroyable, on la retrouve à différents moments. C'est un film qui est maîtrisé. Apparemment, Jordan Peele le traîne depuis assez longtemps et ça se sent parce qu'il l'a mûri en lui. Il arrive à créer un film d'épouvante qui n'est pas vraiment un film d'épouvante, qui est une sorte de thriller presque fantastique, presque feel good. Il y a une bonne humeur qui s'en dégage malgré les trucs très très sombres. Bien sûr, il y a un propos sur les tensions raciales et tout ça, mais dont le côté qui pourrait être un peu trop lourd pour le trip du film, qui est assez léger dans sa forme, est désamorcé presque par, enfin pas désamorcé, mais comment dire, contrebalancé par un argument fantastique qui est presque grotesque. Ce qu'on découvre dans la dernière partie du film, c'est presque grotesque, mais ça m'a pas sorti du film, parce que ça fait partie de son délire presque too much. Il y a du grand guignol dans ce film, mais qui est assumé comme tel, et c'est un film qui a un propos, qui est efficace, qui est juste centré, qui fait son truc, et ça fait du bien. Voyage of Time de Terrence Malick. Alors Terrence Malick, cette année, il nous a sorti deux films, Voyage of Time et Song to Song.
Je vais spoiler, hein, Song to Song, je l'ai mis dans les flops. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo qui suivra, parce qu'il y aura 2 vidéos, une pour les flops, une pour les tops et les meh. Voyage of Time, c'est juste Malik dans ce qu'il fait de mieux aujourd'hui. Justement, sa démarche très naturaliste, vouloir constamment filmer des moments qui dépassent ce qu'il est en train de filmer en fait. Capter en fait l'univers, la galaxie, l'humanité, tout. Enfin, c'est un mec qui est très spirituel, forcément. Il suffit de voir ses films pour s'en rendre compte assez rapidement. Voyage of Time, en fait, c'est une sorte d'errance sur fond de voix off, selon les versions apparemment de Cate Blanchett et de Brad Pitt, une errance dans les fondations de l'univers. Juste, il a pour objectif de filmer le magma primordial, juste le Big Bang, plein de choses. Il y a un truc très abstrait donc, dans ce film, mais il y a des imageries et un souffle dedans qui sont incroyables. Après, il y a notamment la voix off qui est un petit peu trop ampoulée à certains moments, c'est très... presque à certains moments auto-caricature de Malik avec Cate Blanchett qui récite des vers de tel ou tel poète pour appuyer les images. C'est pas forcément nécessaire, mais une inventivité numérique, mais pas que. Il y a certains effets, je suis sûr que c'est des effets en dur, où sont filmées des matières, il y a eu plein de jeux et d'inventivité, je suis sûr, qui dépassent la simple modélisation par ordinateur, mais il y a une démarche et un souffle dans ce film qui m'ont vraiment pris au trip. C'est encore une fois un trip très contemplatif, donc il faut le voir comme tel, il n'y allait pas pour voir le dernier Michael Bay, c'est sûr, mais voilà, pour ce que c'est, ça ouvre l'esprit. Je crois. Les 2 prochains films, je les ai mis ensemble parce que c'est War Machine de David Michôd et Okja de Bong Joon-ho. Les fameuses 2 productions de Netflix qui ont fait tant débat, notamment Okja à Cannes, avec la fameuse question, qu'est-ce que c'est un film de cinéma? Est-ce que c'est un film qui passe dans les salles de cinéma et rien d'autre? La réponse est simple, bien sûr que putain de non. Ce sont des films de cinéma et ce sont de bons films, surtout Okja. War Machine, j'hésitais à le mettre dans les... Il parle notamment du rapport des États-Unis à la guerre, à travers un trip un petit peu absurde, en suivant ce militaire justement qui est complètement immergé dans sa mission, complètement barré, joué par Brad Pitt, qui a cette dimension complètement absurde, donc ça raconte rien de nouveau, mais il y a ce côté un petit peu décalé vraiment dans le film qui est assez appréciable. Et donc j'hésitais à le mettre dans la catégorie des meh, parce que vraiment, sans la performance de Brad Pitt, ça casserait pas trop pattes à un canard. Mais Brad Pitt est tellement ouf dans son interprétation, tellement presque Monty Pythonesque, que vraiment j'ai souvent jubilé en fait devant le film grâce à ça. Mais je pense que vraiment, sans cette performance, le film tiendrait beaucoup moins la route. Donc j'hésitais, je l'ai mis dans les tops finalement, mais comme je l'ai jumelé avec Okja, bon bah il est dans les tops. Et Okja, je vais pas trop m'étendre dessus, voilà, j'adore le cinéma de Bong Joon-ho. C'est un film qui pouvait, à certains moments, tomber dans une certaine forme de mièvrerie, notamment avec le personnage très simili Totoro, mais qui pourrait partir en mode moins bien traité que chez Miyazaki, de Okja. Mais non, ça va. Et le rapport au grotesque de Bong Joon-ho est toujours là, cette manière de... c'est une question que je me suis posée en voyant le film, c'est comment tu diriges le grotesque? C'est tellement facile de tomber dans le too much, vraiment too much, de l'autre côté de la barrière et devenir juste nul à chier. Et là, il arrive toujours à rester Bong Joon-ho sur cette fine ligne, notamment en dirigeant Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal, qui sont les 2 meilleurs clients possibles pour ça, qui sont 2 excellents acteurs qui se sont prêtés au jeu sans être ridicule au sens où, par exemple, Juliette Binoche pouvait être ridicule dans Maloute de Bruno Dumont, où elle en faisait trop et tu sentais que Bruno Dumont, presque de manière pernicieuse et cruelle, la poussait dans ses retranchements, lui tombait presque de l'autre côté, mais il y avait un rapport un petit peu bizarre par rapport à ça. Tandis que là, vraiment, ça reste toujours sur la ligne exacte pour rester entre le nul et le génial. Donc voilà, ce rapport au grotesque, je l'aime beaucoup chez Bong Joon-ho. Et je passe à la suite, avant de faire une vidéo qui durera 1 milliard d'heures. The Bad Batch de Anna Lily Amirpour. Alors celui-là, je me suis aussi tâté à le mettre dans les meh, parce que en termes de construction, il y a un truc vraiment bizarre. Il y a plein de trucs dont on ne sait pas vraiment pourquoi elles sont dans le film, en termes d'arc narratif. On ne sait pas trop, en fait, ce que le film essaie de raconter. Et comme je l'ai dit dans Twin Peaks, à certains moments, c'est pas grave, parce qu'il faut proposer une vision, quitte à ce que ça n'obéisse pas à certains canons de scénario qu'on peut avoir. Dans le cas de Twin Peaks, ça fonctionnait. Dans le cas du Bad Batch, le Bad Batch, dans le cas de Bad Batch, ça fonctionne un petit peu moins bien, et vraiment, je suis resté un petit peu sur ma faim à ce niveau-là. Mais en même temps, le film propose un univers qui ne ressemble à rien d'autre. C'est plus ou moins dans le futur, c'est pas vraiment un post-apo, mais c'est un truc d'anticipation où, en fait, si je dis pas de conneries, si mes souvenirs sont bons, entre les États-Unis et le Mexique, il y a tout un no man's land en fait, qui a été créé pour mettre tous les rebuts de la société, en fait, tous les repris de justice et ainsi de suite, tout ce qui est considéré comme rebut de la société, là-dedans pour qu'ils fassent leur tambouille et on les met, voilà. Donc il y a un côté un petit peu New York 97 aussi.
L'héroïne du film, le film commence, en fait, elle est jetée dans cet espace-là et elle va se faire capturer par des culturistes, des bodybuilders cannibales, dont fait partie Jason Momoa, qui vont lui bouffer une jambe. Ça, c'est vraiment le tout début du film. Et à partir de là, voilà, il va y avoir un chassé-croisé entre différents personnages, il va y avoir une sorte de village secte dirigé par un gourou joué par Keanu Reeves. Il y a un truc vraiment en termes de ton, en termes de choix musicaux, de direction d'acteurs, en termes de visuel aussi, qui ressemble à rien d'autre, et ça j'ai vraiment apprécié. Il y a un truc très... Ça sent la transpiration, ça sent le sable, ça sent le Jim Carrey qui est complètement à contre-emploi, et je vous en dis pas plus, mais son rôle est vraiment surprenant, si vous le reconnaissez sans savoir qui c'est. Mais voilà, c'est une proposition de cinéma qui a plein de défauts, mais... Cette année, j'avais besoin de propositions de cinéma, quitte à ce qu'elles soient toutes pétées derrière. The Square de Ruben Östlund, qui est la Palme d'Or donc au Festival de Cannes de cette année. Film suédois sur une galerie d'art contemporain et son directeur, qui font une installation en fait qui s'appelle The Square, qui est censé être en fait un rectangle dans la cour. Tous les gens qui s'engagent à aller dans ce square décident en fait de laisser tomber leur ego par rapport à la société, leur situation sociale, le truc, le machin, et à évoluer dans une sorte d'utopie, de communauté vraiment où tout le monde est bienveillant les uns avec les autres. Et à partir de là, le film va ausculter toute l'hypocrisie de ce milieu, l'hypocrisie de manière générale, sociale, voilà. Donc ça pourrait tomber un petit peu dans le pensum un peu lourd, vraiment qui dit « Ah mais c'est pas bien l'hypocrisie !» Mais c'est plus que ça. Personnellement, j'adore l'humour suédois. Il a ce même rapport à l'absurde qu'il y a l'humour anglais, mais en étant un petit peu moins lourd. Il y a un côté plus sombre aussi dans l'humour suédois, on sait jamais trop si on doit rire ou pas. Et le film est très drôle, je me suis vraiment marré à gorge déployée plusieurs fois. Il est très très bien réalisé. Certains y ont vu une réalisation froide, méthodique, vraiment, qui est censée toujours isoler les personnages, qui reprend les traits en fait de ce qu'elle critique. J'ai pas vu ça personnellement, j'ai vu un film qui était relativement maîtrisé dans son propos. C'est un propos qui n'a rien de nouveau, mais qui traite avec une forme que j'avais peu vue jusque-là. Donc c'est un film que je conseille. 120 battements par minute de Robin Campillo. Je vais pas du tout m'étendre sur ce film, voilà, sur un film sur Act Up au début des années 90. C'est un film fort, joué juste, sur un sujet fort et qu'il est nécessaire de voir. J'en dirai pas plus, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Et enfin, Good Time de Ben et Joshua Safdie, le nouveau rôle de Robert Pattinson dans sa démarche post-Twilight d'aligner des rôles complètement improbables et bosser avec des gens super intéressants. Et les frères Safdie sont des gens super intéressants. Ça raconte en fait l'histoire de deux frères dans différentes combines, un petit peu escrocs, qui vont monter un coup. Il va y avoir en fait une spirale d'absurde et de coups foireux qui va faire que le coup monté va partir en sucette. Un petit peu comme la spirale d'absurde qu'il y avait dans Outrage de Kitano, où j'adore les films qui font ça. Il y en a assez peu finalement qui le font, qui voient à quel point juste sur des petits points dans l'intrigue et dans la vie des gens, tout peut partir en banane. Mais c'est pas juste raconter l'histoire d'une pouf, ça part en banane là, et ensuite je te raconte l'histoire du gars. Là, c'est une suite de partages en banane qui se suivent, qui créent cette spirale vraiment qui est assez folle. C'est pas un film qui est drôle, c'est loin d'être une comédie, mais il a ce côté vraiment décalé, qui est vraiment bizarrement indirectement drôle, justement à travers le personnage de Pattinson qui ne joue pas, qui pourtant le joue très très sérieux. Si vous vous posez la question comment filmer une ville, ce film filme New York magistralement bien, en fait, sans tomber, bien entendu, dans l'éternel plan monument et la manière très cliché de filmer certaines villes. Là, il y a cette capacité à prendre le pouls de la rue, de ce qui se passe, du truc, du machin. C'est vraiment, vraiment bon. C'était mon dernier coup de cœur de l'année. Vraiment, je vais essayer d'être concis pour pas faire des vidéos qui s'éternisent. Je vous dis à très très vite pour la vidéo des flops et des mails qui devraient arriver très bientôt. Donc, très vite. J'ai oublié complètement Postscriptum, mon top 5 de l'année, parce que je vais faire un petit top 5, vraiment des trucs qui m'ont le plus plu. Twin Peaks saison 3, en premier. La La Land, tout simplement. Blade Runner 2049 en troisième position, que j'ai toujours pas revu, mais il me reste. La Lune de Jupiter et Split de M. Night Shyamalan, et j'attends vraiment la suite, Glass. Voilà pour mon top 5 de l'année. Et cette fois, je vous dis vraiment à très vite. À très vite. À très vite.